Bonsoir et bienvenue pour votre journal d'information locale. Il est 18 h si vous nous suivez en direct en ce lundi 16 février. Voici les principaux titres. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines réfléchit actuellement à son budget et pour son président, la situation est inédite et particulièrement délicate. Il va falloir réaliser plusieurs millions d'économies. Dans quelques jours, les mondiaux de cyclisme sur piste. L'organisation se prépare à accueillir le public. Les champions peaufinent leur préparation. L'heure est au dernier réglage. Et puis invité Emmanuelle Puteaux, nouvelle présidente de Créactive, association dont le mot d'ordre est entreprendre au féminin, ses priorités et son regard sur la situation actuelle. Quelques images pour débuter, celle de ce Paris début 1900. Ce sont les photos qui ont circulé toute la journée sur les réseaux sociaux des quartiers de la capitale totalement transformés pour le tournage du nouveau film de Roch Dizem, un biopic porté par Omar Sy. Son titre Chocolat, l'histoire d'un artiste de cirque noir, le trappiste Omar Sy, que l'on verra d'ici là au cinéma dans Jurassic World, sorti au mois de juin. On en vient à l'actualité économique et le vote du budget de l'agglomération prévu le 9 avril prochain. Les conseillers communautaires se sont d'ores et déjà réunis jeudi dernier pour discuter autour du débat d'orientation budgétaire. Au cœur des discussions, baisse des dotations, 11 millions prévus sur 3 ans. Un vrai casse-tête, a reconnu l'exécutif. Catherine Zulato. Le désengagement de l'État est très important, nous n'avons jamais vu cela, les mots ne sont pas rassurants. Ce jeudi soir, le président de l'agglomération, Michel Laugier, a décrit une situation complexe, un casse-tête pour l'exécutif qui prépare son budget pour l'année. Les chiffres sont là, les dotations d'intercommunalité seront en diminution entre 2015 et 2017 de 3,7 millions d'euros par an, soit sur 3 ans, 11 millions de moins dans les caisses de la Casquie. Ajoutez à cela pour cette année une baisse également de la dotation globale de fonctionnement. En résumé, rien que pour 2015, ce sont 4,7 millions d'euros de pertes nettes pour les finances de l'agglomération. Il va falloir réduire la voilure, a prévenu l'exécutif qui a promis qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts. Mais cette voilure, quelle est-elle? L'agglomération a lancé 3 audits dont les conclusions ne sont pas encore connues. Revoir certaines compétences et se recentrer sur les principales missions comme le développement économique, c'est une piste. Une autre, les charges de personnel. Elles devraient être réduites 30% en 3 ans. C'est l'un des objectifs fixés par la nouvelle majorité qui a déjà évoqué lors d'un précédent conseil l'importance de la mutualisation. L'audit sur le personnel n'est pas encore finalisé. Malgré tout, Michel Laugier a relevé, dit-il, des situations surprenantes entre le travail effectué et le nombre de personnes pour effectuer ce travail. Par contre, pas question de revoir l'aménagement du territoire. Sur toutes les communes, des projets sont lancés. Ils seront maintenus et soutenus. L'opposition, notamment par la voix de l'élu socialiste de Montigny, Vivien Gasque, a regretté, a-t-il dit, le manque d'orientation lors de ce débat. Il y a quelques axes, mais pas de vraies propositions. François Deligné, le maire de Guyancourt, a même estimé que les conditions du débat n'étaient pas remplies. Et Sandrine Grangambe, vice-présidente et élue à Trappes, s'est interrogée sur la pertinence de demeurer dans l'exécutif si, a-t-elle expliqué, on découvre tout au moment du vote du budget. À ces remarques, le président de l'agglomération a rétorqué que c'était une situation historiquement compliquée et qu'il proposerait un conseil des maires avant le vote, un vote prévu le 9 avril. Ce soir-là, on en saura plus sur les secteurs concernés par les économies à faire. Tous les secteurs seront impactés, pas un plus que l'autre, a d'ores et déjà prévenu Michel Laugier. Et puis c'est cet après-midi qu'a lieu la signature du projet du contrat plan État-Région 2015-2020. Manuel Valls, Premier ministre, et Jean-Paul Huchon, président de l'Île-de-France, officialisent quelques 7,3 milliards d'euros d'investissement public sur cette période, notamment pour l'enseignement supérieur, la mobilité multimodale ou encore la transition énergétique. Enfin, sachez que Benoît Hamon, député PS des Yvelines, ancien ministre, a annoncé hier soir, alors qu'il était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI, qu'il voterait contre la loi Macron. Il a répété vouloir, je cite, un infléchissement de la politique économique actuelle. On reste dans le domaine économique justement avec l'invité de cette édition, l'invité de ce 16 février, Emmanuelle Puteaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de Créactive, vous venez d'être élue mi-janvier. On va évoquer vos ambitions. Auparavant, on va représenter cette association de femmes chefs d'entreprise. Pourquoi une association de femmes chefs d'entreprise? Parce que c'est plus difficile, différent qu'un homme chef d'entreprise? Alors, l'association a été créée il y a 10 ans pour soutenir les femmes qui souhaitaient entreprendre. Est-ce que c'est plus difficile ou pas? Ça dépend de l'activité, ça dépend de la situation familiale parfois.
Ce qui est sûr, c'est que les femmes aujourd'hui entreprennent davantage pour créer leur emploi que pour créer une entreprise. Il y avait des a priori tout de même au moment de la création de cette association. C'était aussi pour lutter contre les a priori, notamment, je cite pour les statuts, mais affirmer constamment leur crédibilité. C'est une difficulté que les femmes rencontrent. Tout à fait. Ça peut être la crédibilité dans certains secteurs d'activité. Ça peut être une difficulté familiale d'asseoir son projet et de s'affirmer. Ce qui est sûr, c'est que quand moi j'ai créé mon entreprise, j'ai pas ressenti cette problématique et j'avais pas forcément l'envie de retrouver une association spécifique pour les femmes. Et puis quelqu'un m'a dit, si toi tu n'as pas ressenti de difficulté, tu vas sûrement pouvoir apporter beaucoup aux femmes qui elles en ressentent. Donc c'est un peu ça l'esprit de Créactive. C'est ensemble pouvoir se serrer les coudes. Vous donnez des conseils, il y a des réunions qui sont organisées? Tout à fait. Alors on a une réunion mensuelle qui est le plus souvent thématique avec une personne qui va intervenir sur un sujet qui concerne les entrepreneurs en général, pas forcément les femmes d'ailleurs. Et puis il peut y avoir des soirées networking où on va échanger les cartes de visite. La majorité des soirées sont ouvertes à tous, même aux personnes qui ne sont pas membres. Et une petite minorité des soirées est réservée aux membres pour justement échanger, avoir un cadre un petit peu plus fermé et surtout se donner des informations sur son carnet d'adresses, sur des expériences qu'on a pu vivre et les autres sont là pour justement répondre aux questions des plus jeunes, des plus... Vous restez uniquement entre femmes. Vous disiez c'est ouvert aux gens qui ne sont pas adhérents et autres? Non, les soirées qui sont ouvertes à tous sont ouvertes aux hommes également. Les problématiques peuvent effectivement être les mêmes. Quand on parle de prospection commerciale, de relations clients, de business plan, les hommes sont tout à fait les bienvenus. L'objet de l'association à la base, c'était aider les femmes, mais les hommes qui veulent aider les femmes sont les bienvenus. Et eux aussi vont pouvoir gagner quelque chose, à venir participer, que ce soit aux soirées networking ou aux conférences. On va juste faire une pause avant de poursuivre cet échange avec notre question du jour, micro-trottoir. Aujourd'hui, est-il plus difficile pour une femme de créer son entreprise, votre avis? Il peut y avoir effectivement quelques barrières à l'entrée. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit plus difficile. Je suis chef d'entreprise, donc ce n'est pas très difficile, je vous le confirme. Après, c'est une question de courage. Ou on avance ou on reste tel quel. Oui, c'est plus difficile. C'est parce que justement, c'est une femme. Donc on pense qu'elle n'est pas assez solide pour pouvoir créer sa propre entreprise. Je pense pas, parce qu'elles sont débrouillardes. Côté administratif, je pense que c'est pareil pour toute personne. Hein. Je pense que oui. Et pourquoi? Parce qu'elle est considérée pas encore comme les hommes. C'est plus difficile parce que je pense qu'on est moins crédible aux yeux de tout ce qui est banque, etc. Mais c'est pas plus difficile, on est aussi capable qu'eux. Hein. On parle de crédibilité justement vis-à-vis des banques par exemple. Comment ça s'est passé lorsque vous avez fondé votre entreprise? Ce sont les banques qui sont venues me voir. Voilà, j'avais un business plan que j'ai présenté. Il y avait 2 banques qui s'y sont intéressées. J'ai encore une fois, moi, pas ressenti de problème, mais j'ai déjà entendu la problématique, revenez avec votre mari. Donc ça existe, il est vrai que ça existe. Ce qu'on essaye de faire davantage au sein de l'association, c'est surtout de renforcer les compétences, d'apporter un soutien, comme le chef d'entreprise est multi-casquette, que ce soit sur l'aspect fiscal, comptable, prospection ou métier. On essaye d'apporter des réponses et des explications. Alors ça peut être difficile parfois de se lancer, mais une fois que l'activité est bien en route, est-ce que quelquefois les femmes doivent arrêter parce que c'est plus difficile que prévu ou finalement les barrières ne se lèvent pas? Les difficultés sont... Vous l'avez rencontré au sein de Créactive par exemple? Il peut y avoir des difficultés, mais qui ne sont pas forcément propres aux femmes, les difficultés économiques notamment, que les femmes vont rencontrer. Après, les responsabilités familiales, on le sait, pèsent souvent sur les femmes plus que sur les hommes. Donc cette difficulté-là, c'est quelque chose qui nous réunit toutes. Devoir s'occuper de tout à la fois, arriver à hiérarchiser les priorités familiales, financières, business, ça c'est compliqué pour une femme, oui. Vous êtes donc la nouvelle présidente de cette association Femmes Chefs d'entreprise Créactive. Quelles sont vos ambitions, justement? Qu'allez-vous apporter à cette association maintenant? On va essayer d'être davantage connus sur le territoire. On va d'abord essayer de se rapprocher d'autres associations qui peuvent avoir comme membres des entrepreneurs et répondre à leurs demandes différemment.
On a aussi un certain nombre de créatives qui interviennent auprès des demandeurs d'emploi, notamment auprès du Club FAS, qui est sur le bassin. Donc voilà, ce sont des rapprochements avec des associations locales qui permettent d'élargir un petit peu nos réponses ou leurs réponses en étant plus nombreux et plus vaste sur les façons de répondre aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets. On a quand même un certain nombre de porteurs de projets qui ont besoin de ce soutien au démarrage. Il y a des projets qui se lancent justement, alors au-delà du fait ou non d'être femme chef d'entreprise, mais la situation économique est difficile. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont portés, que vous soutenez, des femmes qui viennent vous voir pour vous dire voilà, on veut se lancer, la crise ne nous fait pas peur, au contraire? Oui, très souvent d'ailleurs, c'est une réponse à la crise de créer son entreprise. Quand on ne trouve pas un job qui corresponde à ses attentes, on se lance, on a des compétences et on a envie d'essayer. Donc on a différentes porteuses de projets au sein de l'association. On les dirige le plus souvent vers la maison de l'entreprise de Saint-Quentin en Yvelines, qui répond très bien à ce genre de demande, que ce soit pour le statut ou pour le projet en lui-même, pour le financement également. Donc on a ce type de partenariat pour aider et soutenir les personnes à notre niveau, mais aussi savoir les rediriger vers des partenaires plus concrètement équipés pour les aider par la suite. Aujourd'hui, Créactive, ça représente quoi? Combien d'adhérentes? On est une petite cinquantaine d'adhérentes. On essaye d'ouvrir, comme je disais, à d'autres participants quand on organise nos soirées. Le but étant, encore une fois, de se développer davantage et d'avoir des entreprises qui soient plus représentatives aussi du bassin local. On est beaucoup d'entreprises individuelles, mais comme je disais, les femmes créent plutôt... pas forcément auto-entrepreneurs, mais micro-entreprises, SARL et autres statuts, mais souvent seules, sans salariés. Et il y a sur le bassin des femmes qui ont des entreprises de taille plus importante et on aimerait les voir rejoindre aussi notre association. Ce sera un axe de développement pour votre mandat, donc en tant que présidente. Peut-être pour conclure votre regard aussi sur l'actualité économique. Demain, mardi, sera votée la loi Macron. Alors il y a dans les grandes lignes, il n'y a pas que le travail le dimanche, il y a aussi des mesures qui visent à développer l'épargne salariale pour les PME, les entreprises de moins de 50 salariés qui n'auront plus l'obligation de publier leur compte de résultats annuels, par exemple. Voici quelques-unes des mesures qui seront mises au vote demain. Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette loi Macron? Est-ce que vous en attendez quelque chose ou finalement ça ne vous concerne pas beaucoup et vous auriez préféré d'autres types d'attention? La grosse demande des chefs d'entreprise tout seuls dans leur petite entreprise, c'est d'abord un allègement des charges. Embaucher, oui, un jour, mais encore faut-il d'abord pouvoir se payer, pouvoir investir sur la communication, la prospection pour trouver plus de clients et ensuite embaucher. Mais encore une fois, aujourd'hui, c'est pas la demande. Et dans les membres, Macron, finalement, ça vous correspond peu et ça va pas changer votre quotidien. Ça va pas changer notre quotidien. Par contre, libérer l'économie et faire en sorte qu'elle se porte mieux, forcément, ce sera bénéfique pour les créatives. Merci Emmanuelle Putot. Donc, merci à vous. Vous êtes la responsable de l'association Créactive. L'actualité de l'association aussi à retrouver sur votre site internet qui s'est affiché. Merci. On passe au sport à présent. Les championnats du monde de cyclisme sur piste qui commencent ce mercredi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Les organisateurs procèdent aux derniers préparatifs pour que le public et les athlètes, bien évidemment, soient accueillis dans les meilleures conditions. William L, Michael Elmidoro ont rencontré Arnaud Courtier. C'est le directeur général délégué à la Fédération française de cyclisme. 5000 spectateurs par jour, 300 journalistes, 38 nations, des chiffres qui donnent le tournis. Cette semaine du 18 au 22 février, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines va devenir la capitale internationale du cyclisme à l'occasion des championnats du monde sur piste. Pour accueillir les fans venus des 4 coins du monde, une organisation millimétrée est nécessaire pour ces 5 jours de compétition. Tout est prêt ou presque. On est en train de finaliser les aménagements. Vous voyez peut-être un petit peu derrière moi l'aire centrale sur laquelle on est en train d'aménager que ce soit le podium ou ce qu'on appelle les box coureurs pour toutes les équipes. Puis à l'extérieur aussi bien sûr où on aménage un petit village de partenaires sur le parvis. On a installé des conteneurs de stockage de vélos pour les 36 nations ou 38 d'ailleurs qui vont participer au championnat du monde. Et puis toute une infrastructure qu'on ne voit pas forcément mais pour les bénévoles, les commissaires, les télévisions, tous les gens qui vont travailler pendant les championnats du monde pour faire que tout se passe bien. Dans l'aire centrale située au milieu de la piste, le Vélodrome dispose d'une dizaine de boxes pour accueillir les participants, d'une infirmerie et d'une zone pour les journalistes. Donc là on arrive sur l'aire centrale, où tout a été aménagé pour l'installation des équipes. Les premières équipes d'ailleurs sont d'ores et déjà là, installées et s'entraînent. Donc là, la zone dans laquelle sont installés tous les journalistes pendant la compétition. Donc journalistes de presse écrite, principalement. Et si on se tourne de ce côté-là, vous voyez les tables dans les tribunes qui sont les postes commentateurs télé
des différentes télés. On a 20 ou 25 chaînes de télévision du monde entier qui couvrent l'événement. Des aménagements extérieurs ont également été effectués pour ces championnats du monde. Des panneaux promotionnels ont été mis en place sur les routes à proximité de l'enceinte sportive. Le parvis devant le vélodrome a également été réaménagé pour la compétition. Sur le parvis, on installe quelques tentes dans lesquelles il y aura les partenaires de l'UCI, il y aura l'Office du tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines et puis un espace France dans lequel le public pourra se rendre aussi pour des dédicaces avec les sportifs, des rencontres. On va animer cet espace toute la semaine. Il y aura aussi des petites choses à grignoter. On est en plein mois de février, donc il y aura des crêpes, des gaufres, des petites choses comme ça pour un peu de réconfort. Le Vélodrome dispose encore de quelques heures pour peaufiner l'organisation des championnats du monde sur piste avant que les 25 000 fans déferlent sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et durant ces mondiaux de cyclisme, TV Fil sera également sur le bord de la piste pour vous faire suivre la compétition, analyse, commentaire avec notre consultant Yann Jardier et puis également les meilleures chances des Français. C'est à découvrir aussi dès demain soir avec Vincent Jacquet, c'est le directeur technique national. Nous irons à la rencontre de ces petites nations du cyclisme, les réactions du public, le travail du staff médical. Tout sera bien évidemment à suivre sur notre antenne tout au long de la semaine. Le week-end dernier, le Lions Club des Essarts-le-Roi organisait sa 24e édition du semi-marathon. Plus de 1200 coureurs ont parcouru 21 km au profit des enfants malades de l'hôpital Bullion. C'est une bonne action. Yolène Torres, Mélanie Poquet. 24e coup d'envoi du semi-marathon de Bullion. Ce week-end, plus de 1200 inscrits ont parcouru 21 km au profit de l'hôpital de Bullion. Les fonds récoltés financeront en effet les ateliers de l'établissement qui accueille plus de 130 enfants aux maladies rares et aux pathologies lourdes. Certains d'entre eux souffrent d'obésité morbide. Une esthéticienne leur apprend à prendre soin d'eux et d'autres projets sont en cours. Là, on va monter un atelier couture où du début jusqu'à la fin, on leur apprendra à faire un patron, à dessiner, à faire du dessin de mode, puis ensuite à créer un vêtement pour, là encore, travailler sur leur image et leur redonner une certaine fierté. Vous imaginez ce que c'est qu'une hospitalisation sur du long terme, plusieurs mois, voire plusieurs années. Eh bien, nous essayons d'amener des éléments de vie dont ils pourraient bénéficier chez eux. Le Lions Club Les Essarts-le-Roi, organisateur de la course depuis 24 ans, récolte chaque année entre 6 000 et 10 000 euros. Pour les coureurs, chrono et performance sont bien là, mais ils n'oublient pas la bonne cause. En règle générale, il y a une bonne entraide dans ce sport, l'athlétisme. Mais là, ça met vraiment du baume au cœur. Et puis de les voir qu'aussi courageux, c'est une leçon d'humanité. Ouais. Nous, les coureurs, en fait, on a un calendrier de course à pied. Donc, si c'est l'argent qu'on met dans les courses, si ça peut servir à une association, je suis 100% pour. Certains enfants hospitalisés ont également pris part à la course grâce à des joëlettes. Et à en voir les sourires, la mission semble accomplie. Samedi, un chantier participatif s'est tenu à Manille-les-Hameaux dans le centre-bourg. Une trentaine de personnes venues aider Robert Pires. Et oui, maraîcher également, a installé des serres sur son terrain. Mélanie Poquet pour ce reportage. La pluie ne les a pas effrayés. 30 bénévoles n'ont pas hésité à sortir bottes, gants et imperméables. L'objectif du jour, construire de serres pour la production future d'un maraîcher manicois. Ce chantier, il est symbolique. Puisque c'est du maraîchage biologique, en plus quelqu'un qui s'implante ici et qui crée un petit peu son emploi après une reconversion. Il n'y a pas beaucoup de moyens, ça a été difficile, donc je viens pour l'encourager. Je vais pouvoir bientôt profiter de ces légumes. C'est une bonne chose, je pense, de pouvoir avoir des légumes de la ville même plutôt que de les avoir de plus loin. Et puis c'est sympa de donner un coup de main tous ensemble. Le maraîcher, c'est lui, Robert Pires. Il y a 4 ans à peine, il travaillait encore dans l'industrie. Après une reconversion et des formations, il obtient 10 hectares de terrain situés à seulement quelques mètres du centre-bourg de la commune. Il y a un renouveau de l'agriculture, donc ça a du sens. Ça reprend beaucoup de sens au sein d'un collectif comme celui qu'on voit derrière nous, puisqu'en fait c'est du lien entre la ville et la campagne, entre ceux qui vivent de l'agriculture qu'ils produisent et ceux qui la consomment. Robert Pires a été retenu par un comité de sélection regroupant la commune de Manille, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, le parc naturel de la Haute-Vallée de Chevreuse et le groupement Abiosol. Avec cet ensemble, nous avons lancé une sorte d'appel à projet
Et dans l'appel à projet, nous avons fait le choix d'un candidat qui est Robert Pires, en fonction de la solidité de son projet, viabilité économique, viabilité aussi par rapport à l'environnement que nous avons ici, aux besoins en eau. La structure de la première serre est terminée. Les prochaines étapes, monter la seconde, les couvrir, creuser les tranchées, pour que les premiers légumes soient prêts pour le mois de mai. Les cultures urbaines derrière cette appellation de multiples disciplines, danse, musique, graphisme ou encore sport. En plein essor depuis 30 ans et l'arrivée du hip-hop, les politiques n'ont pas manqué d'accompagner le phénomène. Exemple à Manille-les-Hameaux où en fin de semaine dernière, à l'occasion du début des vacances, un rendez-vous dédié était proposé. Plus de 70 enfants de Manille-les-Hameaux présents au gymnase Mauduit pour cette première soirée de vacances scolaires dédiée aux cultures urbaines. Un vendredi soir autour des jeux vidéo, mais aussi sur un terrain de foot pour les garçons comme pour les filles. C'était dur contre les garçons. C'est quoi le score? Je sais pas. 4-0 4-1 Ouais, 4-1, ouais. Depuis les années 80, les cultures urbaines ont prouvé leur capacité à innover. Mariage du billard et du football, voici donc le snookball. Ça consiste en quoi? C'est un billard géant en fait, qui marche sur le principe du football. C'est-à-dire que c'est le même principe qu'au billard, sauf qu'on joue avec le pied tout simplement. C'est plus stratégique que physique, voilà. Les services jeunesse et sport proposent ce rendez-vous depuis 5 ans. S'il y a bien un défi sportif avec le football, l'idée est de rester festif avec des ateliers. Oui, c'est fédérateur, ça fait longtemps qu'on travaille à Manille sur cette thématique, justement dans l'objectif d'intégrer socialement ces pratiques sportives, culturelles, qui parfois ne sont pas connues, pas reconnues, et qui peinent à trouver une existence. Et pour ceux qui doutent du sérieux du message véhiculé, on rappellera la présence de l'association humanitaire venue évoquer son action. Alors en fait, nous, on est une association de développement durable en fait, où on finance des projets de développement durable dans des pays en voie de développement. C'est-à-dire qu'on a déjà fait plusieurs œuvres comme des poulaillers, où à travers la vente avicole, ces personnes-là récupèrent des fonds pour faire tourner des écoles en fait. Prochain rendez-vous avec les cultures urbaines lors des vacances du mois d'avril et le traditionnel festival proposé toute une journée par la ville. C'est la fin de ce journal, on se retrouve demain aux mêmes horaires. Votre soirée sur TV Fil, c'est notamment avec Mickaël Elmidoro pour une nouvelle édition du 7-8 Sport. Il sera forcément très largement question de ces mondiaux de cyclisme sur piste. À demain.